L'enveloppe est arrivée un mardi. Je sais que c'était un mardi parce que j'étais assis à ma table de cuisine en train d'examiner le bilan d'un client quand elle a glissé par la fente de la boîte aux lettres à 9h14 du matin. Je peux voir l'horodatage sur les images de la caméra de sécurité que j'ai consultée plus tard. À l'intérieur se trouvait une lettre certifiée des cabinets d'avocats Whitmore & Crane, avocats, indiquant que j'étais le bénéficiaire principal désigné de la succession de Harold Eugene Callaway. Mon grand-père qui était mort 6 semaines plus tôt lors d'un enterrement dont on ne m'avait pas informé avant qu'il ne soit terminé. 21 400 018. Ce nombre, c'est le nombre que mes parents ont décidé qui valait plus que moi. Bienvenue dans Family Revenge Stories New. La chaîne où les gens discrets gardent les preuves et où la famille apprend que le silence n'est pas la même chose que la reddition. Si vous avez déjà vu quelqu'un vous sourire tout en retirant votre nom d'un document, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais pour gagner ma vie. Parce que dans cette histoire, ma profession n'était pas accessoire. C'était tout le mécanisme de la justice. Je suis avocat spécialisé en planification successorale. Je le suis depuis 11 ans. Je rédige des testaments. Je structure des fiducies. Je m'assois en face de tables de conférence avec des gens qui essaient de protéger ce qu'ils ont construit, des personnes qu'ils aiment et des personnes qui ne les aiment qu'à condition. Je lis les documents comme d'autres lisent les visages. Je sais ce qu'un testament dit. Je sais ce qu'il signifie. Et je connais avec une précision clinique les 17 façons dont une famille peut tenter de contester, contourner ou effacer discrètement l'un d'eux. Mon grand-père Harold avait bâti sa fortune à l'ancienne. 40 ans dans l'immobilier commercial dans le Mid-Atlantique. Un homme qui serrait la main sur des accords puis rentrait chez lui et lisait le contrat 2 fois avant de signer. Il n'était pas chaleureux de la manière dont les photographies paraissaient chaleureuses. Il était chaleureux de la manière dont un homme qui se présente l'est. Il était venu à ma remise de diplôme de droit. Il envoyait des cartes pour mon anniversaire, pas des cartes texte. Avec des notes manuscrites qui faisaient toujours exactement 3 phrases. Il posait des questions et attendait vraiment les réponses. J'étais le seul petit enfant qui le rappelait. Mes parents, ma mère en particulier, avaient une manière spécifique de gérer Harold. Attentif pendant les années où sa santé déclinait, utile de manière visible. Quand Harold a déménagé de sa maison vers une résidence pour personnes âgées en 2019. C'est ma mère qui a coordonné le déménagement, qui a choisi la résidence. Qui s'est installé comme contact d'urgence principal. Mon père conduisait le camion. Il prenait des photos d'eux-mêmes en train de l'aider. Ces photos vivaient sur la page Facebook de ma mère avec des légendes comme « La famille d'abord ». Toujours. Harold m'a appelé la semaine après son installation. Il m'a dit que la résidence était bien, mais que la chambre sentait la vie de quelqu'un d'autre. J'ai conduit 3 heures pour lui apporter son jeu d'échecs et une lampe de son bureau. Nous avons joué 2 parties. Il a gagné les 2. Je n'ai pas dit à mes parents que j'étais passé. C'était l'arithmétique sur laquelle la famille fonctionnait. Mes parents qui effectuaient des soins en public, moi qui les fournissais en privé. Et Harold qui observait les 2 sans rien dire. Je ne comprenais pas alors ce qu'il calculait. Mon grand-père est mort un dimanche matin en mars de l'année dernière. Il avait 81 ans. Je l'ai appris le mercredi d'un voisin de son ancienne maison qui avait vu l'avis de décès dans le journal local et pensait que je devais le savoir. L'avis de décès listait ses survivants. Mes parents étaient nommés. Moi, non. Je veux être précis sur ce que j'ai fait et n'ai pas fait à ce moment-là. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai ouvert l'avis de décès sur mon ordinateur portable et j'en ai fait une capture d'écran à 18h. 47 un mercredi de mars. Je l'ai imprimé. Je l'ai mise dans un dossier. L'enterrement avait eu lieu le samedi précédent, des jours avant que je découvre qu'il était mort. Il y avait eu une réception. Il y avait eu des fleurs. Il y avait eu, j'ai appris plus tard du même voisin, un livre d'or.
Un livre d'or couleur crème avec un ruban bleu que la gouvernante de Harold pendant 15 ans. Une femme nommée Dolores avait apporté parce qu'elle pensait que c'était ce qu'il fallait faire. Mon nom n'était pas dans ce livre d'or parce que je n'étais pas là. Je n'étais pas là parce que personne ne m'avait dit que mon grand-père était mort. J'ai mis la capture d'écran dans le dossier. J'ai mis l'avis de décès dans le dossier. J'ai étiqueté le dossier avec la date et le nom complet de Harold et je l'ai posé sur mon bureau. Puis je suis resté très immobile pendant longtemps. Mes mains étaient à plat sur mon bureau. La lettre de Whitmore & Crane est arrivée 6 semaines plus tard. J'ai appelé le numéro. J'ai parlé à un associé junior qui a vérifié mon identité et m'a dit que le associé principal Daniel Whitmore souhaiterait me rencontrer à ma convenance la plus rapide pour discuter de la succession de Harold Eugene Callaway, dont j'étais le bénéficiaire principal. Je n'ai pas laissé ma voix changer. J'ai dit, jeudi convient. Merci. J'ai conduit à cette réunion un jeudi matin de mai. Je portais le costume gris que je porte aux clôtures. J'ai apporté un bloc-notes. Je n'ai pas apporté de dossier. Pas encore. Daniel Whitmore était dans la fin de la soixantaine. Un homme qui avait clairement été dans des pièces comme celle-ci pendant des décennies. Avec une qualité de calme que je reconnaissais comme une courtoisie professionnelle étendue à quelqu'un qu'il s'attendait à trouver dévasté. Il avait une boîte sur le coin de son bureau. Il avait un testament marqué avec des onglets de couleur. Il avait un instrument de fiducie de 47 pages. Harold avait retenu Whitmore & Crane en 2018. 3 ans avant que mes parents ne le déplacent dans cette résidence. Il avait rédigé le testament. Il avait établi la fiducie. Il avait, en 2021, modifié les deux. La modification était datée du 4 avril 2021. J'ai cette date mémorisée. Le 4 avril 2021 était 11 jours après que ma mère s'était installée comme contact d'urgence de Harold à la résidence. 11 jours après qu'elle avait pris ses photos. Harold était allé voir Daniel Whitmore en personne le 4 avril 2021 et avait révisé ses documents. Successoro. Le bénéficiaire principal de la fiducie, moi. 100% des actifs liquides et des comptes d'investissement totalisant 2 millions de dollars. La propriété immobilière distribuée par un instrument séparé. Le portefeuille commercial évalué à 1 million de dollars à moi avec une exclusion spécifique pour un terrain en Virginie que Harold détenait depuis 1987, qu'il a laissé à Dolores, sa gouvernante, parce que, comme le testament le déclarait dans ses propres mots, elle s'est présentée quand cela comptait et n'a rien demandé. Mes parents étaient listés dans le testament. Harold leur avait laissé à chacun 25 000 dollars et une note. La note était dans la boîte sur le coin du bureau de Daniel Whitmore. Daniel a fait glisser la boîte sur la table. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, une pièce d'échec. La reine noire du jeu que j'avais apportée dans sa chambre. Et une photographie de nous deux à ma remise de diplôme de droit. Au dos de la photographie, de l'écriture de Harold, elle lit les petits caractères. Toujours. J'ai retourné la photographie face contre table. Je n'ai pas ouvert la note. Pas encore. J'ai demandé à Daniel de commencer depuis le début et de tout me raconter. Il m'a dit que mes parents avaient contacté la résidence en février 2021 et commencé le processus d'évaluation formelle de la capacité décisionnelle de Harold, invoquant des préoccupations sur un déclin cognitif. L'évaluation avait trouvé Harold entièrement compétent. Mes parents avaient ensuite tenté d'arranger une réunion avec l'avocat successoral précédent de Harold, pas Whitmore, pour discuter de la mise à jour de ses documents. Harold, qui avait apparemment observé cela se dérouler avec sa marque particulière d'attention discrète, avait plutôt passé un appel à Daniel Whitmore et transféré sa représentation légale. Il avait ensuite, et c'est la partie que j'ai lue 3 fois, il avait ensuite demandé à Daniel de documenter la chronologie, chaque contact de mes parents. Chaque demande. Chaque tentative d'accès à ces dossiers financiers qui passaient par le bureau administratif de la résidence. Daniel avait un dossier. Le dossier faisait 10 cm d'épaisseur.
J'ai demandé une copie de tout. Daniel a dit qu'il l'avait anticipé. Je suis resté dans ce bureau jusqu'à l'après-midi. J'ai lu l'instrument de fiducie de 47 pages. J'ai lu la modification. J'ai lu le dossier de 10 cm. La deuxième révélation est venue à la page 31 de ce dossier. Une lettre que Harold avait écrite lui-même, notariée. Décrivant en langage clair ce qu'il croyait se passer. Ce qu'il avait observé et pourquoi il avait fait les choix qu'il avait faits. Il l'avait écrite comme il jouait aux échecs. Aucun mouvement gaspillé. La lettre se terminait par une phrase. Je reviendrai à cette phrase. J'ai conduit jusqu'à la maison. J'ai tout mis dans un nouveau dossier, organisé par date. Je l'ai tout relu depuis le début. Puis j'ai préparé le dîner. J'ai mis un disque. Je n'ai appelé personne. Mes parents m'ont appelé 2 semaines après la réunion avec Daniel Whitmore. Ma mère a appelé un samedi matin avec un ton particulier qu'elle utilise quand elle délivre des nouvelles qu'elle s'attend à devoir gérer. Elle m'a dit d'une voix presque douce qu'il travaillait avec le tribunal des successions et que les choses étaient un peu compliquées avec la succession de grand-père Harold. Elle a dit qu'il voulait organiser un dîner de famille. Elle a dit qu'il y avait beaucoup à trier et que ce serait mieux de le faire ensemble. J'ai dit que cela semblait bien et j'ai demandé l'heure. Au dîner. Mon père s'est assis en tête de table et a parlé de la succession de Harold comme s'il en était l'exécuteur. Il a utilisé la phrase « ce que Harold aurait voulu » plusieurs fois. Ma mère a parlé de la maison familiale, une propriété que Harold avait vendue en 2015. Donc ce n'était tout simplement pas une chose qui existait, et de la garder dans la famille. Mon jeune frère, qui avait pris l'avion de Charlotte, a parlé de stratégie d'investissement pour le portefeuille. Aucun d'eux n'avait vu le testament. Aucun d'eux ne savait ce qu'il contenait. Ils construisaient une structure autour d'une supposition. J'ai écouté. J'ai mangé ma nourriture. Je n'ai posé aucune question. Après le dîner, ma mère m'a accompagné jusqu'à ma voiture et m'a dit avec la chaleur prudente de quelqu'un qui choisit ces mots qu'elle espérait que je comprenais que Harold avait eu besoin de beaucoup de soutien dans ces dernières années et que la famille, c'est-à-dire elle-même et mon père, avaient porté cela. Elle a dit qu'elle espérait que je n'allais pas être difficile. Je l'ai regardé un moment. J'ai dit, qui a appelé la résidence en février 2021 pour faire évaluer sa compétence? Elle a dit qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. J'ai dit, bonne nuit. Je suis resté assis dans ma voiture dans leur allée pendant 3 minutes. J'ai appelé le bureau de Daniel Whitmore et j'ai laissé un message pour qu'il commence le processus de notification. Envoyez les lettres. Si vous avez déjà vu quelqu'un se dire gardien tout en gardant le nom d'une autre personne hors du livre d'or de l'enterrement, vous savez déjà quel genre de lettre est envoyé ensuite. Restez avec moi. C'est là que ça devient très, très calme. 3 semaines après l'envoi des lettres, mes parents ont appelé à une réunion de famille. Pas un dîner cette fois, une réunion. Dans le salon de leur maison avec mon frère présent et la sœur de ma mère, ma tante Ranatada, qui avait pris l'avion de Floride, et le mari de Ranata, Gérald, qui avait des opinions sur des choses qu'il ne comprenait pas, et la confiance pour les exprimer bruyamment. Ils appelaient ça une réunion de famille. Je l'ai compris comme autre chose. J'ai apporté un dossier. Ma mère avait disposé des chaises en cercle, ce que j'ai pensé être un choix significatif. Elle a commencé en disant que la famille devait présenter une position unifiée. Elle a parlé de ce que Harold aurait voulu. Mon père a parlé des coûts légaux d'un litige prolongé qui serait mauvais pour tout le monde. Gérald a dit le mot « contester » plusieurs fois comme s'il venait de l'apprendre. Mon frère, à son crédit, était silencieux. Il regardait son téléphone. Il regardait le sol. Ma mère a ensuite expliqué d'un ton qui était passé à quelque chose de plus dur et plus direct que la succession de Harold avait clairement été structurée sous influence indue. Sa phrase, la phrase juridiquement opérante. Et qu'ils avaient l'intention de démontrer que j'avais manipulé un homme âgé avec un déclin cognitif.
Elle a dit cela en me regardant directement. La pièce attendait que je réponde. J'ai dit, puis-je avoir la parole un moment? Elle a fait un geste comme si elle accordait une faveur. J'ai ouvert le dossier. J'ai placé la lettre d'engagement de Daniel Whitmore sur la table basse. J'ai dit, Harold a retenu un conseil juridique indépendant en 2018. 3 ans avant tout ce que vous décrivez. J'ai placé la modification datée du 4 avril 2021 sur la table. J'ai dit qu'il avait modifié ses documents 11 jours après que vous vous êtes arrangé pour devenir son contact d'urgence à la résidence. J'ai placé l'évaluation de compétences sur la table, celle que mes parents avaient commandée. Celle qui était revenue en trouvant Harold entièrement compétent. J'ai laissé ma mère lire l'entête. Elle avait commandé ce document. C'était sa propre preuve. Gérald a dit quelque chose sur les avocats manipulés. J'ai mis le dossier de 10 cm de tentative de contact documenté sur la table. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le volume s'asseoir là. La voix de ma mère est montée. Elle a dit que j'avais toujours été le préféré de Harold et que le favoritisme n'était pas la même chose que l'intention et qu'un jury verrait à travers cela. Mon père s'est levé. Il a utilisé un mot qu'il n'avait jamais utilisé avec moi auparavant et je veux être précis. Je l'ai noté plus tard dans mes notes avec un horodatage parce que je savais que ce moment compterait. J'ai dit très calmement, asseyez-vous, s'il vous plaît. Il s'est assis. J'ai sorti une seule page du dossier. La lettre de Harold, celle qu'il avait écrite lui-même et fait notarier. J'ai lu une ligne de celle-ci. J'ai observé ma belle-fille gérer mes soins de la manière dont une personne gère une propriété qu'elle a l'intention de vendre. Pas avec amour, mais avec un plan. Je ne suis pas confus sur la différence. La pièce était très calme. Ranata a mis sa main sur sa bouche. J'ai placé cette page sur le dessus de la pile. J'ai regardé mon frère. Il regardait la table. Il a dit sans lever la tête, je ne savais pas pour l'enterrement. Sa voix était plate et honnête. Je l'ai noté. J'ai sorti la reine noire d'échecs de la poche de ma veste, celle de la boîte de Harold. Et je l'ai posée sur le dessus de la pile de documents sur la table basse. J'ai dit, il jouait toujours les noirs. Il a dit, les noirs devaient être plus intelligents parce que les noirs jouent en second. J'ai mis mon manteau. J'ai dit, je vous verrai au tribunal des successions. Je suis sorti. Le contestation a été déposée. Elle a été rejetée. Le tribunal des successions a examiné la chronologie. L'évaluation de compétences commandée par mes propres parents. La documentation de 10 cm que Daniel Whitmore avait constituée sur les instructions spécifiques de Harold, et la lettre notariée. La contestation a été rejetée sans audience. 12 mots dans l'ordonnance de rejet. La capacité et l'intention du testateur ne sont pas sujettes à un doute raisonnable. La fiducie a été distribuée en totalité. 17,2 millions de dollars moins les impôts et les frais légaux. Le portefeuille de propriété commerciale a été transféré. Le terrain de Virginie est allé à Dolores. Qui m'a appelé et dont la voix au téléphone a été le seul moment dans toute cette histoire où j'ai dû mettre ma main sur ma bouche un moment avant de parler. Mes parents ont reçu leurs 25 000 dollars chacun. Ils ont reçu leur note. Je ne sais pas ce que disait la note de Harold à leur intention. Cela était entre Harold et eux. Mon frère m'a appelé 8 semaines après la réunion. Il a dit qu'il avait besoin de me dire quelque chose. Il a dit qu'il avait connu le plan, pas le mécanisme légal. Mais l'intention générale de gérer la situation de la succession et qu'il y avait adhéré en restant silencieux. Il a dit qu'il était désolé. Il l'a dit sans qualificatif. Je lui ai dit que je l'avais entendu. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt à avoir une conversation plus longue. Mais que j'avais entendu ce qu'il avait dit. C'était honnête. Je l'ai laissé là. Ranata n'a jamais appelé. Gérald n'a jamais appelé. Mes parents ont déposé un deuxième recours 6 mois plus tard par l'intermédiaire d'un autre avocat. Il a été rejeté en 48 jours.
La reine noire d'échecs est posée sur mon bureau au travail entre mon ordinateur et ma lampe. Je la regarde quand je suis en réunion avec un client et que quelqu'un en face de la table m'explique pourquoi un document ne signifie pas ce qu'il dit clairement. C'est une chose utile à regarder dans ces moments. L'argent est passé par les voies légales puis par les miennes. J'ai établi une bourse au nom de Harold à l'université où il avait obtenu son diplôme. La bourse Harold Callaway en affaires et éthique. Attribuée chaque année à un étudiant de première génération. Le premier récipiendaire a été nommé le printemps dernier. J'ai envoyé à Dolores une photographie de l'annonce. Elle m'a renvoyé une carte, manuscrite, 3 phrases. J'ai fait un don d'une partie à la clinique juridique de mon école de droit. Celle qui fournit des services de planification successorale à des clients âgés sans ressources. Parce que la situation de Harold m'avait appris quelque chose de spécifique sur ce qui arrive quand une personne sans avocat rencontre une famille avec un plan. Le reste, je l'ai investi soigneusement par écrit avec des témoins. Je veux vous dire ce que je n'ai pas fait dans cette histoire. Je ne me suis pas battu parce que j'étais en colère. Je ne pense pas que la colère soit un outil particulièrement utile. Je me suis battu parce qu'un homme que j'aimais avait pris 11 années soigneuses pour construire une structure légale qui disait « Je vois ce qui se passe et je choisis quelque chose de différent ». Il avait fait confiance à ce que la structure tiendrait et qu'il y aurait quelqu'un de l'autre côté qui saurait la tenir avec lui. Le calme n'est pas la même chose que la faiblesse. Ma famille avait confondu les deux toute ma vie. Ils prenaient mon calme pour de la conformité. Ils prenaient mon absence de leur performance de soins pour de l'indifférence. Ils voyaient quelqu'un qui ne discutait pas et supposaient quelqu'un qui n'agirait pas. Harold n'a jamais confondu ces choses. Il lisait les petits caractères. Il savait que je les lisais aussi. Ce qu'ils ont essayé de prendre n'était pas l'argent. L'argent était le mécanisme. Ce qu'ils ont essayé de prendre était la dernière déclaration claire d'un homme qui avait observé, pesé et décidé pendant 81 ans et qui avait choisi délibérément, légalement, avec témoins, de dire ceci, celui-ci s'est présenté. Je n'allais pas laisser cette déclaration être effacée. Pas par le chagrin. Pas par la pression. Pas par une table de dîner pleine de gens qui avaient décidé que le livre d'or n'avait pas besoin de mon nom dedans. Le document disait ce qu'il disait. Je me suis assuré qu'il le dise là où il pouvait être entendu. Si cela vous a rappelé que la personne qui ne fait jamais de scène n'est pas la personne à sous-estimer, gardez cela. Si cela vous a rappelé que se présenter discrètement et constamment est une chose qui se remarque, même quand vous pensez que ce n'est pas le cas, gardez cela aussi. Harold gardait les preuves. Il les appelait simplement des testaments. Si vous voulez plus d'histoires sur des gens discrets et les documents qu'ils laissent derrière eux, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre que le calme est une stratégie, pas une reddition, envoyez-lui ceci. Je vous verrai dans la prochaine histoire.